Dans l'obscurité de la nuit, l'équipage du vol 801 de Korean Air réalise qu'au lieu de se diriger vers l'aéroport, ils approchent maintenant d'une zone montagneuse à proximité. Lorsqu'ils ont reconnu leur erreur, il était déjà trop tard. Le 6 août 1997, à 20 h, à l'aéroport international de Gimpo à Séoul, en Corée du Sud. Le vol 801 de Korean Air à destination de Guam se prépare. L'appareil utilisé est un Boeing 747-300. Les vérifications de routine essentielles sont en cours à bord. Les 235 passagers embarquent à l'heure. En plus des passagers, il y a également 16 membres d'équipage, ce qui porte le nombre total de personnes à bord à 251. L'appareil est sous le commandement du capitaine Park Yong-chul, âgé de 42 ans, avec 9000 heures d'expérience de vol. Fait intéressant, selon le planning initial, le capitaine Park n'aurait pas dû être sur ce vol. Il était initialement prévu sur un vol à destination de Dubaï. Cependant, n'ayant pas suffisamment reposé avant le vol de Dubaï, la compagnie aérienne l'a réaffecté au vol 801, un vol plus court en comparaison de la route vers Dubaï. Aux côtés du capitaine Park se trouve également le premier officier Song Kyung-ho, âgé de 40 ans, avec 4000 heures de vol, et l'ingénieur de vol Nam Suk-hoon, âgé de 57 ans, qui cumule 13 000 heures d'expérience. Après avoir terminé toutes les vérifications et procédures nécessaires, l'avion est poussé vers la piste, et, comme prévu, il est prêt pour le décollage à destination de Guam. Après quelques minutes, ils reçoivent l'autorisation de décoller du centre de contrôle du trafic aérien. L'avion commence à accélérer sur la piste. À 20h53, le vol 801 décolle de Séoul. Aucun problème n'a été observé avec l'avion avant ou pendant le décollage. Cependant, personne n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer avec cet avion dans les heures suivantes. Quelques minutes après le décollage, l'avion a atteint son altitude de croisière. À ce moment-là, le capitaine Park a pris les commandes de l'appareil, tandis que le premier officier était chargé de la surveillance. La phase initiale de 4 heures du vol s'est déroulée sans encombre et sans problème. Vers 1 h du matin, l'avion est entré dans la zone de Guam. À ce moment-là, le premier officier a contacté la tour de contrôle du trafic aérien pour signaler leur arrivée. En réponse, la tour de contrôle leur a demandé de se préparer à atterrir sur la piste 06 gauche. 5 minutes plus tard, la tour de contrôle a de nouveau contacté le vol 801 et a informé le premier officier qu'ils pouvaient commencer leur descente tout en maintenant une altitude de 2600 pieds, s'ils le souhaitaient. L'altitude de l'avion à ce moment-là était de 40 et 1000 pieds. Quelques minutes plus tard, le capitaine a dit « Nous devrions commencer à descendre maintenant ». Suivant les instructions du capitaine, le premier officier a contacté la tour de contrôle et leur a dit qu'ils allaient descendre à une altitude de 2600 pieds. Pendant ce temps, le capitaine, le premier officier et l'ingénieur de vol discutèrent des longues périodes de travail de la compagnie aérienne, et leur voix suggère qu'ils pourraient se sentir un peu somnolents. À 1h24 du matin, le capitaine et le reste de l'équipage ont remarqué un changement de temps dû à de fortes pluies. Les conditions météorologiques se détérioraient rapidement. Le pilote a alors demandé une déviation de 10 miles vers la gauche au contrôle du trafic aérien, dans une tentative d'éviter les intempéries. La tour de contrôle a accepté leur demande, et l'avion a commencé à dévier légèrement vers la gauche. Puis, à 1h31 du matin, le premier officier a informé le contrôle du trafic aérien qu'il s'était éloigné des nuages denses. Ils ont demandé un guidage radar pour la piste 06 gauche. En réponse, le contrôleur aérien a demandé à l'équipage de vol de procéder sur un cap de 120 degrés. L'équipage de l'avion a effectué la liste de vérification d'approche et vérifié la fréquence radio du système d'atterrissage aux instruments ILS sur la piste 06 gauche.
L'avion a continué à avancer de la même manière pendant plusieurs minutes. À 1h38 du matin, la tour de contrôle a de nouveau contacté le vol et leur a demandé de tourner à gauche sur un cap de 90 degrés et de établir le contact avec le radiophare d'alignement. Le système d'atterrissage aux instruments ILS est un système de radionavigation précis qui fournit un guidage à courte portée aux avions pour leur permettre d'approcher la piste la nuit ou par mauvais temps. L'ILS utilise deux signaux radiodirectionnels, le radiophare d'alignement qui fournit un guidage horizontal et le radiophare d'alignement de descente pour le guidage vertical. La relation entre la position de l'avion et ses signaux est affichée sur les instruments de l'appareil, souvent des indicateurs supplémentaires dans l'horizon artificiel. Le pilote essaie de manœuvrer l'avion pour maintenir les indicateurs centrés lors de l'approche de la piste jusqu'à la hauteur de décision. En raison des conditions météorologiques extrêmement mauvaises à Guam, le vol 801 utilisait une approche ILS pour l'atterrissage. Une minute après avoir parlé à la tour de contrôle, à 1h39 du matin, à une altitude de 2800 pieds, le vol 801 a reçu un autre message de la tour de contrôle, et c'était le message le plus crucial de l'incident. Le message disait « Korean Air 801 est autorisé pour l'approche ILS vers la piste 6 gauche, le radiophare d'alignement de descente est hors service. » Ce message signifie que le vol 801 était autorisé à utiliser l'approche ILS vers la piste 6 gauche. Cependant, la dernière partie du message concernant le radiophare d'alignement de descente hors service signifie qu'ils n'ont maintenant aucun guidage vertical. Mais d'une manière ou d'une autre, le capitaine et le premier officier n'ont pas compris la dernière partie du message. Après ce signal, la confusion concernant le radiophare d'alignement de descente a persisté dans le cockpit. L'ingénieur de vol a demandé « Est-ce que le radiophare d'alignement de descente fonctionne ?» Ce à quoi le capitaine a répondu après une seconde. « Oui, il fonctionne. » Puis une autre voix a dit « Vérifiez si le radiophare d'alignement de descente fonctionne. » Suivi de quelqu'un d'autre disant « Pourquoi fonctionne-t-il » Le premier officier a alors répondu « Il n'est pas hors service. » Il est clair à ce moment-là que l'avion recevait des informations du radiophare d'alignement de descente, même si elles n'étaient pas correctes à ce moment-là. À 1h40 du matin, l'avion a commencé sa descente depuis une altitude de 2600 pieds, à environ 9000 nautiques de la piste. Au même moment, une voix peut être entendue dans le cockpit, disant « Le radiophare d'alignement de descente est incorrect. » Alors que l'avion descendait à 2400 pieds, le capitaine a dit « Comme la condition du radiophare d'alignement de descente n'est pas bonne aujourd'hui, nous devons maintenir 1440 pieds, veuillez le régler. » Puis le contrôleur aérien a demandé au vol 801 de contacter la tour de contrôle d'Agana, ce que le premier officier a confirmé en changeant la fréquence. À 1h41, le contrôleur aérien a accordé l'autorisation d'atterrissage au vol 801. Le premier officier a confirmé l'autorisation d'atterrissage. À ce moment, le capitaine a demandé que les volets soient réglés à 30 degrés, puis le premier officier a appelé pour la liste de vérification d'atterrissage. À ce stade, l'avion descendait à travers 1800 pieds. Alors que l'avion descendait à travers 1400 pieds, le premier son du système d'avertissement de proximité du sol a été entendu. Après 5 secondes, le capitaine a demandé « Est-ce que le radiophare d'alignement de descente fonctionne ?» Il n'y a eu aucune indication que le premier officier ou l'ingénieur de vol ait répondu à cette question. À 1h42, l'avion descendait à travers 1100 pieds à 4,6 miles de la piste. Le premier officier a alors dit « Pas en vue ». Ils ont ensuite reçu un autre avertissement du système d'avertissement de proximité du sol à 500 pieds. L'ingénieur de vol a été choqué quand il a entendu qu'ils étaient à une altitude de 500 pieds. Juste 10 secondes plus tard, l'avion descendait à travers 840 pieds lorsque l'équipage a entendu l'alerte minimum, suivie d'un avertissement de taux de descente. À 1h42 et 19 secondes, l'avion est descendu à travers 730 pieds et l'ingénieur de vol a dit « Faisons une remise des gaz, la piste n'est pas en vue. » Le capitaine a commencé à relever le nez à un rythme d'1 degré par seconde, a augmenté la poussée et la vitesse a commencé à augmenter.
Mais à ce moment, l'avion est descendu à travers une altitude de 670 pieds. Et à 1h42 et 26 secondes du matin, l'avion a percuté Nimitz Hill à une altitude d'environ 660 pieds et à approximativement 3,3 miles de la piste. Ce jour tragique, l'impensable s'est produit. L'avion s'est écrasé dans un accident dévastateur. Mais miraculeusement, 26 personnes ont survécu aux débris, 3 membres d'équipage et 23 passagers. Tragiquement, 228 vies ont été perdues dans cet incident catastrophique. La question qui nous hante désormais est « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Le rapport final identifie plusieurs facteurs ayant contribué à cet accident. Mais comme nous l'avons exploré plus tôt, l'un des principaux problèmes concernait la compréhension et la communication d'informations cruciales par l'équipage. 2 points essentiels ont été mal gérés. La localisation de la balise et les distances nécessaires pour maintenir une distance de sécurité par rapport au relief. Un autre facteur significatif était l'approche de Air Korea en matière de préparation de l'équipage. Bien qu'ils aient fourni une vidéo d'introduction pour Guam, elle se concentrait fortement sur les aspects visuels de l'approche. Plus important encore, elle ne préparait pas suffisamment l'équipage en omettant de mettre en avant les risques liés au relief et au localisateur, des omissions qui allaient s'avérer fatales. L'enquête a également révélé des détails troublants concernant les systèmes de sécurité de l'aéroport. Les aéroports utilisent généralement un système d'alerte d'altitude minimale de sécurité pour avertir les contrôleurs aériens lorsque les avions descendent en dessous d'altitude sécurisée. L'aéroport de Guam disposait en fait de ce système. Cependant, depuis février 1995, l'administration fédérale de l'aviation l'avait délibérément désactivé, en raison de ce que les contrôleurs aériens considéraient comme de multiples fausses alertes. Cette décision a eu des conséquences désastreuses. Si le système avait été opérationnel, il aurait donné un avertissement crucial au contrôle aérien 64 secondes avant que le vol 801 ne s'écrase au sol. Ce laps de temps aurait été suffisant pour que le contrôleur de la tour avertisse l'équipage, leur permettant potentiellement de prendre les mesures appropriées et d'éviter l'accident tragique. En réfléchissant à cet incident, il devient clair qu'une série de négligences et de mauvaises décisions ont conduit à cet événement dévastateur. Cela rappelle douloureusement l'importance cruciale d'une préparation complète, d'une communication claire et de systèmes de sécurité efficaces dans l'aviation. Je serais très intéressé d'entendre vos réflexions sur cet incident. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir pour que nous puissions vous proposer plus de vidéos. À la prochaine!